Bonjour et bienvenue pour un nouvel instant coup de cœur avec aujourd'hui Kobayashi-san Chi no Maid Dragon. Quel est donc cet animé ? Tout commença lorsque Kobayashi se réveilla pour aller bosser comme à son habitude. Sauf que devant sa porte d'entrée se cachait tout simplement un dragon qui avait l'air de l'attendre. Et c'est effectivement le cas. Après quelques instants de silence et de réflexion de la part d'une Kobayashi un peu perdue dans ses pensées, l'immense dragon se transforma en une forme plus humaine. Sa présence n'est pas un hasard. Si elle s'est rendue chez elle, c'est tout simplement parce que Kobayashi s'était rendue la veille en montagne pour aller boire et décompresser un coup après son boulot. Et une fois sur place, elle est tombée sur la dragonne mystérieusement blessée par une immense épée. Sous l'emprise de l'alcool, elle ne devait pas avoir les idées claires. Cette situation devait lui paraître normale et a donc continué à boire en compagnie de la créature qui avait pris forme humaine pour l'occasion. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui lança l'invitation de séjourner chez elle. Sauf que Kobayashi ne s'en souvenait plus du tout alors que Toru, la dragonne, se faisait une joie de vivre à ses côtés en tant que domestique pour la servir. Elle avait même déjà la tenue adéquate. Malheureusement, elle devra rompre sa promesse, mais c'est devant une Toru attristée par ce choix qu'elle décidera finalement de la garder, histoire de ne pas non plus culpabiliser. Et ça tombe bien car c'est pile à ce moment-là qu'elle se rendra utile pour la première fois en l'emmenant sur son lieu de travail par les airs vu l'heure tardive. C'est une fois la journée de travail terminée qu'elle va mettre les choses au clair sur le rôle de Toru. Si elle veut devenir une domestique, elle doit d'abord connaître le métier mais surtout elle doit agir comme une humaine. Mais cette tâche risque d'être la plus compliquée vu que Toru sera toujours tentée d'utiliser ses pouvoirs et que surtout elle regarde de haut les humains qui sont insignifiants face à sa puissance. Mais elle fera un effort pour satisfaire les envies de Kobayashi qu'elle aime par-dessus tout. Du coup, dans cet animé, nous allons suivre le quotidien de Kobayashi et de Toru qui essayent tant bien que mal de s'adapter à sa nouvelle vie. Elles hébergeront par la suite un autre dragon, 3 autres arriveront par la suite, mais j'en parlerai un peu plus dans la prochaine partie qui arrive tout de suite. Et mon avis dans tout ça ? J'ai vraiment trouvé cet animé très rafraîchissant. Je suis un grand amateur de slice of life, mais il faut que l'ambiance en général soit à la hauteur si je veux être sûr d'aller jusqu'au bout. Et Kobayashi-san Chi no Maid Dragon fait partie de cette catégorie. Alors certes, il ne révolutionne pas le genre, mais reste assez original grâce à ses personnages hauts en couleur. Et justement, parlons-en. Tout d'abord, celle qui a son propre nom dans le titre, je veux bien sûr parler de Kobayashi. À première vue, c'est une jeune femme tout à fait banale. Elle travaille en tant que salariée et fait son petit train-train quotidien. Elle aime, après une grosse journée, aller boire un coup avec son collègue Makoto pour parler de tout et de rien, mais une fois quelques verres bien entamés, ils sont capables de débattre pendant des heures au sujet des domestiques comme deux otaku. Vient ensuite notre ami Toru au bonnet D comme dragon. Ayant fui ces terres, elle s'est retrouvée au Japon afin de s'exiler. C'est comme ça qu'elle tombera par hasard sur Kobayashi et depuis ce jour, Toru aura une grande affection envers elle. C'est quelqu'un de très dynamique qui n'hésitera pas à tout donner pour satisfaire les besoins de sa nouvelle maîtresse, quitte à en trop faire en usant de ses pouvoirs. Une deuxième dragonne, plus jeune cette fois, va rejoindre ce petit groupe très rapidement. Se nommant Kana, elle va tout d'abord être jalouse de cette relation entre les deux autres femmes. Pour elle, Kobayashi a usé de ses charmes afin d'amadouer Toru. Mais la vérité sera vite rétablie et elles finiront par vivre ensemble. Malgré le fait que ça soit un dragon, elle a un âge équivalent à une jeune fille de primaire. Et ça se ressent dans sa façon d'être. Elle reste toujours admirative devant les nouveautés et a absolument besoin de se dépenser. Elle a aussi la particularité d'être liée à l'électricité pour sa propre énergie vitale. En fait, ces trois-là vont souvent être au centre de l'attention malgré d'autres personnages importants que je citerai plus tard. D'un point de vue extérieur, on pourrait tout simplement les voir comme une famille. Le rôle mère-fille avec Kobayashi et Kana saute aux yeux, et je trouve vraiment cette relation très touchante. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais Kobayashi prend très au sérieux son nouveau rôle de mère, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Mais du coup, quel est le rôle de Toru dans tout ça ? Alors, elle est certes la domestique de Kobayashi, mais en même temps, elle en est profondément amoureuse. Ça ferait donc un couple de femmes s'occupant de leur fille. Et là-dessus, je trouve la situation très intéressante. On est certes devant une fantaisie avec l'existence de dragons, je rappelle, mais à part 30 secondes de réflexion de Kobayashi lors de son premier face-à-face avec une de ses créatures sous sa véritable forme, tout le reste paraît normal. Du coup, pourquoi pas un couple interespèce homosexuel ? Kobayashi fait quand même très garçon manqué vu son attitude et sa malchance au niveau de sa poitrine, mais ça n'en reste pas moins une femme. Et Toru le sait très bien et s'en moque. Elle aura même une sensation de jalousie vis-à-vis du collègue de travail Makoto. Mais elle n'a pas de souci à se faire. Kobayashi et lui ont certes des passions communes, mais il faut vraiment les voir comme des potes et rien d'autre. Donc ouais, je trouve que le thème de l'amitié, voire de l'amour, est très présent dans cet animé. Et les autres personnages confirment mes pensées. Déjà, pour rester lié avec notre trio, nous avons la future camarade de classe de Kana, j'ai nommé Saikawa. D'une allure assez froide avec les autres, elle va se prendre d'affection pour Kana. Alors, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme de l'amour, mais ça s'en rapproche très fortement. On remarque que Kana se sent bien aux côtés de Saikawa et vice versa. Partons maintenant sur un autre duo un peu à part, celui du jeune Shota et de la dragonne Quetzalcoatl. Alors eux c'est un peu particulier. En fait, Shota a un jour involontairement invoqué Lukoa, bon c'est son surnom qui est quand même plus simple à prononcer pour la suite, et depuis ce jour, ils vivent ensemble comme invocateur et serviteur, enfin c'est ce qu'aimerait Shota. Au final, elle n'est pas vraiment du genre à obéir aux ordres et est plutôt entreprenante envers lui, et en même temps il y a de quoi. Déjà avec son bonnet qui n'est certainement pas du D comme dragon mais plutôt du I comme immense, et puis avec sa façon de toujours s'habiller de manière très tape à l'œil. Mais au fond, on sent qu'ils s'apprécient mutuellement. C'est juste que le caractère de Lukoa n'arrange pas les choses face au petit jeune homme qui est tout simplement en train de grandir. Et je parle
parle de sa taille, bien entendu. Il nous reste encore deux dragons qui, je trouve, n'ont pas la même mise en avant que les autres. D'abord Elma, une rivale de Toru, qui comme tous les autres se retrouve bloquée dans ce monde et qui aura comme principal but d'obtenir un travail lui permettant de calmer sa faim grâce à son salaire. Elle est assez naïve dans sa façon d'être et se fait rapidement piéger à cause de la nourriture. Et enfin le terrible Fafnir. Lui c'est simple, il déteste les humains, mais avec le temps il finira par les accepter tout en restant méfiant. Et par contre se liera étrangement d'amitié avec Makoto, devenant ainsi son colocataire. Ah oui, il adore aussi les jeux vidéo. Nous voyons donc tout ce beau monde dans leur quotidien dans une ambiance douce et agréable. On reste dans le thème de la comédie et ça se voit tout au long de l'aventure. Alors ce n'est pas non plus l'animé qui va vous faire rire aux éclats, mais plutôt vous faire joyeusement sourire. Car concernant l'humour, chaque personnage, ou plutôt chaque groupe, va avoir son thème principal. On a par exemple les réactions de Kobayashi face au pouvoir des dragons, la volonté de Toru de toujours trop en faire ou de vouloir faire goûter sa queue de dragon à Kobayashi. On a aussi les explosions de joie à limite orgasmique de Saikawa lorsqu'elle rentre en contact avec Kana, ou pour finir la petite touche ecchi de l'animé avec Lukoa et ses situations embarrassantes avec Shota. L'ensemble fonctionne à merveille. Une fois tous les personnages en place, on se focalise rarement sur le même groupe histoire de créer de la diversité. Ils ne sont pas juste là pour faire une blague pour ensuite passer à autre chose, ils ont tous leur propre histoire. Parce que, mine de rien, pour un slice of life, je trouve qu'il a une belle évolution au niveau des personnages. Déjà pour tous les dragons qui apprennent à vivre en harmonie avec les humains. Toru se fait rapidement aimer par les gens de la ville, surtout chez les commerçants. Kana se retrouve à l'école et arrive à se faire des amis de son âge, terrien. Elma qui apprend à vivre comme un humain en devenant une salariée à son tour. Fafnir qui doit trouver un logement et qui perd petit à petit son envie de meurtre. Et Lukoa, qui reste elle-même au final. Mais celle qui évolue le plus, c'est bien Kobayashi. Sa vie devait être bien monotone, et depuis l'arrivée de tout ce beau petit monde, c'est comme si on lui offrait une seconde jeunesse. Déjà, elle est soulagée des tâches ménagères, ce qui lui permet de plus profiter d'elle. La cohabitation avec Toru et Kana doit passer par la case nouveau logement pour accueillir tout le monde. Son instinct maternel évolue avec la mignonne Kana, qui, petite parenthèse, doit porter à elle seule 70% du taux de kawaii de l'anime. Enfin bref, la grande gagnante dans cette histoire, c'est bien elle. Et concernant la fin, elle reste assez ouverte. Sans rentrer dans les détails, elle permet encore une fois de faire évoluer les personnages, mais je n'en dirai pas plus. Pour faire un bilan global avant de terminer cette vidéo, disons que j'aime cet animé pour les séquences qu'il nous propose avec des personnages attachants. J'ai bien sûr mes petits préférés, avec l'énergie débordante de Toru et surtout la tendresse de Kana. C'est tellement adorable de la voir faire des efforts et d'obtenir l'admiration qu'elle mérite. Je pourrais faire une thèse sur elle, mais on n'est pas là pour ça non plus. L'animé reste très coloré dans son ensemble, renforçant le côté moe, avec un joli coup de crayon et une belle animation au niveau des dragons sous leur vraie forme et leur talent. Idem pour la bande son qui colle bien, avec un bon point pour l'opening qui donne la pêche. Alors, si je devais mettre un point noir sur l'animé, ce serait plutôt un point gris et il se porte essentiellement sur Lukoa. Les situations avec Shota sont toujours amusantes, mais à force on devine d'avance la chute et son côté involontairement sexy sera toujours de la partie. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Donc pour conclure cette vidéo, je conseille cet animé pour les amateurs de Slice of Life sans prise de tête. Il vous fera passer un très bon moment et vous risquerez à la fin d'en redemander. De mon côté, je le place très facilement dans mon top et dans la catégorie des animés, ça me dérange pas de le revoir. En tout cas, c'est à vous d'en décider. Et voilà le travail. Si vous avez également aimé cet animé ou pas, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, partagez et likez un max si vous voulez me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!